Avec la méthode des cas, ce qu'il y a d'inévitablement de très curieux, c'est que ça se fait en groupe. Alors, on se ramasse devant une classe, c'est vaguement fréquent. Qu'est-ce qui va se passer avec tout ce beau petit monde-là? Bon, beau petit monde, ils ne sont pas tous beaux, là, mais qu'est-ce qui va se passer avec la classe? C'est sacrément angoissant pour n'importe quelle espèce de pédagogue. Et ce qui va s'y passer est inévitablement tributaire de la conception qu'on se fait d'une dynamique de classe. Et il est sacrément important, d'avant de se lancer dans la dynamique, de se clarifier à soi-même le genre de dynamique de groupe dans laquelle on va être à l'aise, qui va nous correspondre. Là. Et au fil des années, j'en ai identifié 3 dynamiques de groupe. L'une d'elles me convient mieux, là, mais on peut explorer les 3 grandes dynamiques de groupe. La première dynamique de groupe, c'est celle que j'appellerais la dynamique traditionnelle, au sens profond de la tradition. Par traditionnel, j'entends un espace feutré où on échange en étant respectueux les uns des autres, en se saisissant de l'idée de quelqu'un et par fertilisation croisée, on accouche d'une troisième, par disparité cognitive, on en a 2, 3 autres, et tout ça dans un respect, dans un calme absolu. On sent que tout un chacun veut faire attention à tout un chacun. Et le job du pédagogue est d'être le relais entre les uns, entre les autres, s'assurant que le ton ne monte pas, que ça ne dégénère pas, que c'est respectueux. Finalement, l'idéal absolu dans ce premier modèle, c'est l'idée de la communauté apprenante. Ma classe est une communauté. Et donc, on va faire ça en communauté, et précisément parce qu'on est une communauté, une espèce de village, on fait attention les uns aux autres, et c'est par l'échange, voire même par le don de soi, le don de l'idée qui va impliquer un contre-don. Et peu à peu, on va arriver à une espèce de consensus, et on va être content lorsqu'on va avoir le consensus. Lorsqu'on va sentir que tous sont relativement heureux avec la solution du cas, avec la discussion, personne n'aura été heurté, et le job du pédagogue, c'est entre autres de s'assurer de ça. S'assurer que personne n'est heurté, que les sensibilités des uns et des autres sont respectées. Donc, première conception, c'est la dynamique traditionnelle avec un souci de la communauté, voir l'apprentissage comme le fait d'une relation communautaire. Et l'idéal, le nirvana transcendantal du truc, c'est de se dire, on a été sage. La sagesse est le saint graal de cette première idée. Généralement, c'est la façon privilégiée pour nombre de profs. Ça nous rassure, il y a quelque chose de suranné, il y a l'idéal de la famille autour de la table, où on discute tendrement, il y a quelque chose de bien. Bon. La deuxième façon de voir est tout à l'opposé. C'est la façon que je qualifierais de profondément moderne. Et par profondément moderne, j'entends le choc des idées. J'entends l'institutionnalisation du conflit. Chacun se lançant dans la mêlée, heurtant les uns et les autres, tentant de faire avancer leur idée et escomptant qu'à un argument va correspondre un contre-argument. Et du coup, le job du prof, c'est de s'assurer d'un respect minimal des règles de rhétorique, des règles de discussion, mais surtout de s'assurer que le débat a lieu. Et donc, l'espace n'est plus une communauté, mais devient une espèce de forum démocratique où chacun peut se lancer dans la mêlée, où chacun s'attend, en se lançant dans la mêlée, à ce que quelqu'un d'autre offre un contre-argument, un autre point de vue. Et du coup, on a là un espace très conflictuel, mais un conflit
institutionnalisé en ce sens que personne n'est surpris que quelqu'un d'autre ait un point de vue tout à fait divergent, tout à fait opposé. Il s'agit d'y mettre les convenances, il ne s'agit pas de se hurler dessus, mais il est accepté, voire même acceptable, voire même recherché qu'il y ait cette dynamique de confrontation de points de vue ou j'allais dire de réfutation de points de vue. C'est pas parce qu'on a émis un point de vue que automatiquement les uns et les autres doivent s'en saisir liberté. Non, on le confronte, ce point de vue-là. On en doute. On leur met sur la table à dessin, on le retravaille. Et donc, au cœur de cette seconde dynamique de groupe, il y a non plus la sagesse qui est au principe de la première, mais il y a la raison argumentative. Ce qui est important, c'est la confrontation des points de vue, le choc des idées, et escompter qu'au terme du choc, va rester quelque chose autour duquel on se dit, voilà le peu auquel on arrive, mais ce peu est déjà beaucoup parce qu'il aura été tamisé du regard de tout un chacun. La troisième dynamique de groupe, la troisième conception de la dynamique de groupe en ce qui concerne les cas, c'est ce qu'il conviendrait d'appeler le cabinet de consultants. Alors, la dynamique, c'est une dynamique de résolution de problèmes. Ce qui prime, c'est le regard expert. On est à la recherche d'informations qui s'additionnent les unes aux autres. Et on escompte qu'au terme de l'addition des informations, que l'éclairage expert des uns et des autres va nous donner une espèce de vérité experte qui va vite emporter la libre adhésion des esprits parce qu'on aura utilisé des outils experts pour discuter du cas. C'est donc l'univers des grilles, l'univers des jeux de flèches, l'univers des boîtes liées les unes aux autres, et tout ça dans un souci d'objectivité, dans un souci de vérité froide, dans un souci aussi de régler un problème. Le cas contient un problème. Pour peu que j'utilise une quantité de savoir expert, je vais dévoiler le problème, puis je vais lui trouver sa solution, et je vais montrer qu'en toute logique, telle solution, ça rime à tel problème, c'est QFD, donc on est tous heureux, on est tous contents. Donc, trois grandes conceptions de la dynamique de cas. Une conception traditionnelle, la communauté l'emporte, tout doit se dérouler dans le calme et dans le respect. La deuxième, un forum démocratique, un parlement argumentatif, où on mise sur la confrontation des points de vue, sur le débat, en se disant que la chose qui nous serait le plus intolérable serait l'absence de débat, que s'il n'y a pas débat, il y a anguille sous roche. Comment se fait-il que nous sommes 65 dans une classe et que nous ayons tous le même point de vue? Il y a quelque chose qui donne froid dans le dos, juste à imaginer cette chose. Donc, la confrontation des points de vue. Et le troisième, c'est le problème à résoudre de manière experte. Donc, trois façons, trois dynamiques très différentes qui donnent des résultats différents. Les trois peuvent donner de bons résultats. Si la première plaît à nombre de profs, la dernière, le savoir expert, plaît beaucoup, beaucoup aux étudiants. Parce qu'on se dit, on va être outillé, on sait très exactement comment s'y prendre. Quand on a terminé notre discussion, on a une réponse. Ah, que c'est génial. Il y a quelque chose d'ontologiquement très sécurisant dans le fait d'avoir la réponse. L'entre-deux, le débat démocratique, c'est moi la chose qui me plaît le plus. Bon, maintenant, laquelle il faut choisir? Il faut choisir celle qui nous convient parce que, comme je le dis tout le temps, la pédagogie, c'est le pédagogue. Alors, si soit on est à l'aise avec l'une ou l'autre, on prend l'une ou l'autre. Et la pire des choses, c'est de vouloir transformer en communauté apprenante quelque chose alors que notre fibre naturelle est au débat démocratique ou à l'éclairage expert. C'est vraiment là, de meubler ce qui nous convient. Et quand on meuble ce qui nous convient, ceux qui sont dans la classe, ils vont accepter de jouer le jeu.